Bonsoir à vous tous. Donc voilà les deux thèmes que je vais traiter ce soir. Alors jusqu'où s'endetter, c'est le premier. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pensé à ce thème-là. Donc il y aura trois parties dans cette première partie consacrée à jusqu'où s'endetter. Je vous laisse les découvrir. Jusqu'où m'endetter, jusqu'à ce que les prêteurs arrêtent de me prêter. Bon, je vous conseille quand même pas d'aller dans cette voie-là. Enfin, je sais que un certain nombre d'entre vous sont banquiers ce soir, mais je me mets plutôt dans des chaussures d'une directrice financière ou d'un directeur financier, plutôt que d'aller juste là, parce que parfois les banquiers se trompent aussi, et comme tout être humain, on peut faire des erreurs. Donc, ça ne me paraît pas la bonne réponse. Bon, s'endetter, c'est souvent un choix entre, d'un autre côté, essayer de trouver des actionnaires qui vont financer à côté de moi l'aventure industrielle dans laquelle je suis lancé. C'est un peu un arbitrage ou un choix entre se dire, bon, voilà, je vais essayer de trouver d'autres actionnaires. Et donc, si je trouve d'autres actionnaires qui vont m'aider à financer les projets de l'entreprise, ça veut peut-être dire aussi que j'aurai pas 100% du capital, mais j'aurai peut-être que 80%, 70%, voire même moins de 50% du capital. Donc, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont une appétence pour la dilution du contrôle, c'est-à-dire une envie d'être dilué, de plus avoir 100% du capital, qui n'est pas très forte. Ça se rencontre souvent. Et donc ils disent, voilà, mon choix, je vais choisir de m'endetter parce que j'ai pas envie de me diluer. Bon, vous voyez que c'est un choix un peu négatif, quoi. Et puis quand vous regardez les très grandes réussites mondiales, Bill Gates, il y a longtemps qu'il a plus 100% de Microsoft. Même monsieur Elon Musk, il y a longtemps qu'il a plus 100% de ses entreprises. Monsieur Bernard Arnault chez LVMH, il a plus 100% de son entreprise. Donc ceux qui ont réussi sont souvent des gens qui, à un moment donné, ont accepté d'avoir d'autres actionnaires pour les aider. Alors si maintenant, non, je ne veux pas avoir d'autres actionnaires, je reste tout seul, et là c'est l'exemple qui m'a fait penser à ceci, ça veut dire que je vais choisir de m'endetter parce que, si j'aime pas l'idée de m'endetter, si j'aime pas le risque, parce que l'endettement porte un risque, partager à plusieurs, c'est plus facile. Donc d'un côté, il y a l'appétence pour le risque. Est-ce que j'aime le risque ou pas? Si j'aime pas beaucoup le risque, je vais plutôt aller du côté des capitaux propres. Si j'aime le risque, je peux être porté à aller vers la dette. Et puis l'appétence pour la dilution, qui est exactement l'inverse. Parce que oui, j'aime pas le risque, mais je ne voudrais pas perdre le contrôle de ma société. Donc là, c'est un peu antinomique, si vous voulez. Et souvent, les gens comme ça n'avancent pas beaucoup. Parce que je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite, je vais où? Nulle part. Donc je fais du surplace. N'oubliez jamais que l'endettement génère des frais financiers, et que les frais financiers sont des coûts fixes. Autrement dit, vous élevez le point mort de la société, c'est-à-dire le niveau minimum d'activité qu'elle doit faire pour couvrir tous ses coûts, grossit les frais financiers de la dette, et donc vous êtes plus fragile en cas de retournement conjoncturel, et la vie est faite de retournements conjoncturels. Enfin, il y a des hauts et des bas. Souvent, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien anticiper. Et donc, c'est bien d'avoir un peu de marge de manœuvre. Et donc, gérer son point mort, c'est-à-dire la répartition de ses coûts fixes et ses coûts variables, dans la mesure où on le peut. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui travaillait pour un grand armateur italien à qui je discutais. Il est dans un métier où il y a des coûts fixes très, très élevés. C'est des sociétés qui, en général, essaient d'avoir le moins possible de dettes pour éviter le risque propre à avoir un point mort élevé. Alors, ceux qui ne sont pas très au fait d'un point mort, c'est le niveau minimum d'activité que l'on doit avoir pour commencer à gagner de l'argent. Là, j'ai fait un petit exemple assez simplifié où, en fait, ce que je vais vous démontrer ici, c'est que, voilà, on est une entreprise qui n'a pas de dette au départ, et il y a une crise économique qui arrive. Au départ, tous mes actifs sont financés par capitaux propres, ce qui est un cas un peu extrême, si vous voulez. Et on a une crise qui arrive, mais en fin de crise, là où j'avais au départ 100% d'actifs et 100% de capitaux propres les finançant, en fin de crise, j'ai 100% d'actifs financés à 84% par des capitaux propres. Donc la crise m'a forcé un petit peu à m'endetter, mais pas beaucoup. Alors que si je passe au deuxième cas, et là vous avez une entreprise qui est endettée, et là c'est la cata. C'est la cata parce qu'elle commence avec 50% de capitaux propres et 50% de dette. Et elle termine après la crise à 75% de dette et simplement 25% de capitaux propres. Et donc cette entreprise-là, elle a quand même de bonnes chances d'aller au tapis. Je vous disais que j'ai pensé à faire ce premier thème parce qu'en fait, en 2018, à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui s'est approché vers moi en me disant « Monsieur Kiri, voilà, je suis conseiller financier d'entreprise, j'ai un de mes clients, voilà, j'ai fait un plan d'affaires, il fait un gros investissement
d'investissement d'une usine de transformation du cacao. Bon, bah, très bien. Est-ce que vous accepteriez de lire le cas, lire le plan d'affaires que j'ai fait et puis de me conseiller? Alors je lui dis, écoutez, oui, à une condition. Je veux bien passer 1 heure ou 2 à regarder votre document et à vous dire ce que j'en pense, mais vous me laissez l'utiliser pour en faire un cas de finance à HEC. Et cette société, vous la connaissez peut-être, c'est Néo Industries, qui à l'époque était encore en projet, qui est une affaire de transformation de cacao. Voilà. Et j'en ai fait un cas de finance à HEC, mais j'ai fait un cas de finance avant que ça ait des difficultés. J'ai fait un cas de finance à HEC qui est utilisé. Oui, bah, je ne suis pas méchant en général, hein, mais c'est utilisé pour expliquer aux étudiants comment, d'un point de vue financier, on peut réfléchir à des choix de financement. Et comment aussi on réfléchit à des choix d'investissement, et comment on réfléchit aussi à des choix de financement. Bon. Et ce que j'ai dit à Charles-Édouard Pêche, parce que c'était le monsieur qui est venu me voir, je lui ai dit, écoutez, là, vous mettez quand même vraiment beaucoup de dettes. C'était une société où on mettait 20 capitaux propres et puis 80 de dettes. Et je lui ai dit, vous savez, c'est pas parce que l'entrepreneur a des plantations de cacao que planter du cacao c'est une chose, ensuite le transformer c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Enfin bon, moi je suis pas trop mauvais en finance, je pense. Si on me demandait de faire un cours de stratégie, je suis pas sûr que, même si c'est 2 matières assez proches, que je serais aussi efficace, si vous voulez. Bon. Et donc dans cette société, Néo Industries, comme il a eu des problèmes de mise en œuvre de son processus industriel et qu'il avait beaucoup de dettes, il est allé au tapis, parce que la dette vous précipite vers les pertes. Et c'est toujours triste d'aller au tapis, même si ça fait partie de la vie, mais c'est quand même triste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un effet boomerang ou massue. Bon. Là-dessus, il ne faut pas non plus s'illusionner. Les problèmes de choix de financement, comme on le voit en ICCF, ce n'est pas un problème de coût. En finance, il y a un couple dans lequel le divorce n'est pas possible, c'est le couple risque-rentabilité. À chaque fois que vous pensez à rentabilité et que vous oubliez le risque, par exemple, vous êtes un investisseur américain dans les années 2003, 2004, 2005, on vous dit qu'il y a un produit qui rapporte 1% de plus que les obligations d'État américaines et qui a le même risque que les obligations de l'État américain, et 1% de plus, miam, c'est bien. Voilà. Vous êtes en train d'oublier le risque, et ce produit, c'est un subprime. Et ça va vous péter au visage à un moment donné. En 2007-2008, les gens qui pensaient que c'était aussi fiable que les obligations de l'État américain, ils ont perdu 30, 40, 50% de leur investissement. Donc pour gagner 1%, par an, ils ont perdu 30, 40, 50% de leur investissement parce qu'ils ont oublié cette loi fondamentale de la finance qui sera encore là quand je reviendrai en 2055 avec mes amis de First Finance, qui est risque-rentabilité. Il n'y a pas de divorce possible. Ils sont tout le temps ensemble. Et quand on en oublie un, on a de bonnes chances de faire un mauvais raisonnement. Donc de se dire, ouais, les capitaux propres, ça coûte toujours plus cher que la dette. Oui, c'est factuellement vrai, c'est mathématiquement vrai, c'est logique, mais ce n'est pas un critère de choix en soi. Parce que les capitaux propres, ça coûte plus cher que la dette, oui, mais ça vous permet de stabiliser l'entreprise. C'est comme une prime d'assurance que vous payez. Quand vous avez probablement une maison, un appartement, peut-être que vous avez une couverture contre le risque d'incendie. Bon, chaque année, ma femme me fait remarquer, alors elle travaille dans une compagnie d'assurance, mais bon, elle me fait remarquer qu'on paye une prime à la compagnie d'assurance. Je lui dis, oui, c'est normal, on est assuré. Ah oui, mais si on ne payait pas de prime, d'abord, tu ne peux pas en France, c'est obligatoire. Et puis 2, si un jour la maison brûle, on sera bien content d'avoir la couverture par la prime d'assurance. Les capitaux propres, c'est la même chose. C'est-à-dire, en cas de difficulté, du côté opérationnel, ça permet de donner de la résistance, ça permet de donner du temps, parce qu'on n'a pas comme une dette tic-tac, 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 qui sont les intérêts à payer et le capital de la dette à rembourser régulièrement. Et dans Néo Industries, malheureusement, s'il y avait eu plus de capitaux propres, il y aurait eu moins de dettes, et s'il y avait eu moins de dettes, il aurait probablement eu plus de temps pour résoudre ses problèmes industriels, et la dette l'a empêché de le faire, parce qu'il ne voulait pas partager aussi le contrôle de son affaire. Il n'avait pas une appétence forte pour la dilution de son contrôle. Donc les capitaux propres, ça sert à 2 choses. La première chose, ça finance une partie de l'investissement. Et la deuxième chose, vous le savez pour ceux d'entre vous qui sont banquiers, c'est que ça permet de donner des garanties aux prêteurs, par définition, puisqu'une partie de l'investissement est financée par les actionnaires. Je vous ai mis les 60 plus grands groupes mondiaux. C'est une échelle verticale. C'est plus l'échelle est haute, plus vous montez dans l'échelle, plus vous avez de dettes par rapport à vos capitaux propres. Et donc vous voyez que le record
de la dette par rapport aux capitaux propres, c'est Toyota et AT&T, tout en haut. Bon. Mais bon, ça c'est des exemples, je dirais, périphériques, puisque ça fait 10% des 60 plus grandes sociétés mondiales. Et si on descend, vous voyez que l'essentiel, c'est des gens qui sont dans le nuage, et dans le nuage, vous n'avez pas de dette par rapport aux capitaux propres. C'est-à-dire les meilleurs, parce que les plus gros on n'est pas devenu plus gros par hasard, on est devenu plus gros par ses compétences au cours du temps dans différents secteurs, dans différents pays dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, etc. sont des groupes qui en fait sont des groupes très très peu endettés, voire pas du tout endettés. Il y en a même qui ont du cash et pas de dette. Parce que ça leur a permis au cours du temps de résister à des crises, parce que tout le monde, même quand on s'appelle Coca-Cola ou Microsoft, on est tous confrontés à des crises à un moment donné. Donc les facteurs de prise de décision, les caractéristiques de l'activité. Vous avez les activités dans lesquelles le risque de l'activité elle-même est très faible. Tout à l'heure, je discutais avec une dame qui était directrice financière d'une affaire d'agroalimentaire. Bon, l'agroalimentaire, ça fait partie des métiers relativement peu risqués. Par rapport au monsieur qui travaillait chez MCS, là, on est un transport par bateau, un armateur de porte-containers, où là, il y a des cycles... mouse costaud. Dans l'agroalimentaire, les prix varient, mais peu. Souvent, c'est des biens qu'on rachète régulièrement. Ça ne coûte pas très cher unitairement. On en a besoin accessoirement pour survivre. Bon. Et donc, l'activité est un point important pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre. En général, les sociétés les plus endettées, c'est justement des sociétés dont l'actif est faiblement risqué, ce qui permet de mettre un peu plus de dette puisque l'actif est faiblement risqué. Une société d'autoroute, bon, voilà, elle fait la liaison. Alors je ne sais pas s'il y a une autoroute payante entre Douala et Yaoundé. Il y en a une? Non. Bon, un jour, il y en aura sûrement une. Bon. Mais à ce moment-là, il y en a une qui vient d'ouvrir entre Yamoussoukro et puis Abidjan. À ce moment-là, c'est un métier dans lequel, bon, voilà, chaque année, on sait qu'il y a X milliers de personnes qui prennent cette autoroute. Elle est mieux que de prendre le train, qui dure 7 ou 8 heures. Enfin, bon. Et donc, c'est un actif peu risqué. Deuxièmement, la flexibilité financière. Vous voyez, j'étais avec le directeur financier de Carrefour la semaine dernière. C'est un grand groupe de distribution en Europe, principalement en France, en Belgique, en Espagne, Italie et au Brésil. Et vous en avez aussi ici, mais je pense que c'est une licence ou une... CFAO, voilà, c'est la CFAO, voilà. Bon. Donc c'est la marque, mais c'est pas la... Enfin, peu importe. Bon. Et ce qu'il me disait, vous savez, Pascal, bon, moi je ne sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. Je vois quand même pas ça très, très rose en ce moment. Puis de toute façon, en tant que directeur financier, je suis payé pour être prudent. Nous, on a des emprunts obligataires environ 1 milliard de remboursements par an, 1 milliard d'euros. Bon, eh bien, cette année, comme je vois pas très bien la conjoncture et que je suis pas sûr que ça se passe bien chez nous en Europe, où on a des problèmes, comme vous avez entendu parler, à cause de l'énergie, j'ai décidé, dès le début de l'année, d'émettre pour 2 milliards d'obligations, même si on n'en ai pas besoin, parce que comme ça, je suis sûr d'avoir l'argent pour rembourser ma dette de cette année et la dette de l'année d'après. Donc, ça a beau être un très grand groupe, ça a beau être quelqu'un qui fait 72 milliards de chiffre d'affaires, qui vaut en bourse à peu près 17 ou 18 milliards d'euros, il cherche sa flexibilité, c'est être flexible en disant, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on met un peu d'argent de côté, alors lui c'est du cash, pour faire face à des aléas. Donc c'est ça la flexibilité financière. Et très souvent, quand vous discutez avec des directeurs financiers, de sociétés cotées ou pas, c'est vraiment le leitmotiv qui les motive, parce qu'ils ont quand même vu des crises financières. Si vous réfléchissez sur les 15 dernières années, la crise financière de Lehman, waouh, la crise de l'euro en Europe, parce qu'à un moment donné, la Grèce allait très très mal et que ça contaminait toute l'Europe, waouh, qui aurait pensé qu'il y aurait une pandémie qui pourrait... et puis maintenant, qui est-ce qui aurait pensé que la Russie pourrait envahir l'Ukraine? À côté de ça, il peut y avoir des opportunités. Il peut y avoir à un moment des banques qui, par exemple, font des soldes. Qui décident parce que, je sais pas, elles sont en retard dans leur budget, elles n'ont pas accordé assez de crédit, de faire des conditions très sympathiques, très favorables. Ça peut arriver. Mais vous comprenez bien que, bon, une opportunité, ça n'arrive pas tous les jours. Je dis toujours à mes étudiants à HEC pour leur expliquer ça, c'est, voilà, vous pouvez vous promener dans le parc d'HEC, vous pouvez trouver un billet par terre de 5 euros, ça arrive, mais ne fondez pas votre stratégie alimentaire, de survie alimentaire, sur le fait que vous allez trouver un billet de 5 euros pour payer votre ticket de restaurant. Parce que, bon, mais par contre, si vous voyez un billet de 5 euros,
vous dépêchez de le prendre avant que quelqu'un d'autre le prenne. Enfin, vous vérifiez qu'il n'est quand même pas tombé dans la poche de celui qui était devant vous, accessoirement. Mais s'il n'y a personne, bon, voilà, il n'y a personne, donc on ne sait pas qui c'est, donc ça sera à vous. Mais des opportunités, c'est ponctuel et il faut les saisir. Le caractère des dirigeants, c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui sont des optimistes invétérés et il y a des gens qui sont plus pessimistes. Et ça a un impact très important sur les types de risques que les gens sont prêts à prendre. Donc on a fait des collègues chercheurs ont fait une étude aux États-Unis. Les gens qui avaient vécu la crise de 1929 en tant que directeurs financiers étaient beaucoup plus prudents que ceux qui n'avaient pas vécu la crise de 1929. Par contre, ceux qui avaient été Marines, vous voyez ce que c'est que Marines? C'est les commandos américains d'élite là. Bon, pour être Marines, enfin moi je pourrais pas être Marines, je vous fais pas un dessin, mais il faut quand même avoir un sacré caractère. Et on sait que les directeurs financiers qui ont été Marines entre 20 et 35 ans, ces gars-là, ils prennent beaucoup plus de risques que les autres. Donc la prise de risque par les dirigeants, c'est quelque chose qui dépend du caractère des dirigeants. Et donc en tant que banquier, je ne saurais trop vous inciter non seulement à bien maîtriser votre analyse financière, mais à vous poser des questions sur la psychologie de vos clients. En Europe, aux États-Unis, au Japon, au Moyen-Orient, les références des prêteurs, c'est très souvent exprimé de nos jours par un ratio d'endettement bancaire et financier net par rapport à l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, je vous rappelle, c'est tous vos produits d'exploitation moins toutes vos charges d'exploitation qui se traduiront tôt ou tard par une entrée de cash ou une sortie de cash. Donc ça, c'est l'EBE, en anglais EBITDA. Et l'idée derrière l'EBE, c'est de dire quoi? C'est de dire, si on oublie les variations du besoin en fonds de roulement, en supposant qu'on puisse les oublier, j'y reviendrai dans la deuxième présentation, mais si on oublie les variations du besoin en fonds de roulement, un ratio dette sur EBE de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant 2 ans, je ne fais pas d'investissement, je peux consacrer tout mon EBE à rembourser ma dette. Alors, quelle est la tête d'une entreprise qui, pendant 2 ans, n'a pas investi? Elle n'est pas morte. Voilà, elle n'a pas pris beaucoup de retard. Et donc, elle s'en sort. Et puis, personne, surtout pas les banquiers d'ailleurs, ne vous demande de rembourser la totalité de vos dettes. Donc, en disant 2, on ne prend pas trop de risques. Maintenant, je refais le même raisonnement, mais c'est 5 fois. Voilà, une société, il y a 5 fois de dette par rapport à son excédent brut d'exploitation. Donc ça veut dire que il faudrait qu'elle arrête d'investir pendant 5 ans pour que tout le BE se transformant en cash puisse être utilisé pour rembourser la dette. Là, je ne vous fais pas un dessin. Si pendant 5 ans, l'entreprise n'a pas fait d'investissement, waouh! Là, elle va avoir quand même des problèmes parce que ses concurrents, eux, ont fait des investissements, elle va avoir pris du retard, et donc ça, c'est problématique. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette idée d'excellent de ratio endettement bancaire et financier net sur EBE, d'abord parce que c'est très simple à calculer, on sait tous faire une division. Ça va. J'ai toujours pensé que la finance, c'était pas très compliqué, mais donc là, c'est particulièrement simple. Et c'est devenu très, très populaire depuis déjà pas mal d'années. Et en général, vous voyez, c'est un slide que je montre à mes étudiants. En dessous de 2, en dessous de 2 fois dette sur EBE, ça passe sans problème. Entre 2 et 4, il faut un peu creuser parce que ça va dépendre du secteur d'activité. 4 fois de dette sur EBE dans l'agroalimentaire que j'évoquais tout à l'heure, ça va. Maintenant, 4 fois de dette sur EBE dans un secteur très cyclique comme le transport de bateaux, armateur de porte-containers, là, c'est un secteur où les prix, le chiffre d'affaires peut être multiplié par 3, 4, 5, parce que les taux de fret sont multipliés par 5, 7, 8, 9, 10 en l'espace de quelques mois, ou redescendent par un facteur identique. C'est un secteur très risqué, donc là, un ratio de 4, ça ne fera pas. Et puis après, au-delà de 4 à 7, c'est vraiment des situations assez compliquées, sauf si c'est des LBO, parce que le LBO est une forme d'organisation très spécifique que je ne traiterai pas ce soir. Et au-delà de 7 fois, c'est vraiment excessif comme endettement, si vous voulez. Peut-être vous avez entendu parler en France, on a eu en 2022 un scandale sur des maisons de retraite Orpea, qui est un groupe qui faisait à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chez Orpea, alors il y avait des problèmes parce qu'ils traitaient mal leurs clients, les retraités, mais le vrai problème c'est que la boîte avait 11 fois de dette par rapport à l'EBE.
Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que la moitié des dettes vont être abandonnées par les banquiers. Il va falloir faire une augmentation de capital dans la société. Le cours de bourse a été divisé par, a été multiplié. Enfin, le cours de bourse actuel, c'est 5% du cours de bourse du début de l'année, quoi. Donc les actionnaires ont perdu 95% de leur patrimoine, mais de vous à moi, bien fait pour eux, parce qu'ils n'ont absolument pas contrôlé le management, ils n'ont rien vu. Enfin, ils étaient comme moi quand j'enlève mes lunettes, je suis absolument incapable de voir si Marie B c'est une femme ou un homme, donc je remets mes lunettes, et ouais, c'est bien elle. Bon, ils n'ont rien vu, donc voilà. Donc au-delà de cette fois, c'est quand même très très... Et donc voilà, là je vous ai mis, ça dépend des secteurs économiques, ce que je développais à l'instant. Voilà, je vous donne quelques exemples ici pour illustrer, pour décliner sur ça. Et puis je termine en vous mettant une petite statistique qu'on met chaque année à jour dans le Vernimène. Dans le Vernimène, il y a une centaine de tableaux de chiffres de données qu'on met à jour tous les ans. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a en 2021 sur les derniers comptes connus. Donc dans le secteur de l'acier comme ArcelorMittal, bon, c'est des gens, ils savent très bien que le métier est cyclique et ils essaient d'avoir le moins de dettes possible dans la mesure où ils le peuvent. Et vous voyez qu'en 2021, ils s'en sortent plutôt très bien parce qu'ils ont dette sur EBE de 0,3. Les boissons, les spiritueux, bon, c'est des métiers dans lesquels les ventes sont assez régulières, que ce soit de la bière, que ce soit de l'alcool. Bon, et donc on met beaucoup plus de dettes. Je vois Pernod Ricard par exemple. Bon, les services publics, je sais, tout à l'heure je parlais à quelqu'un qui travaillait chez une compagnie d'électricité ou une autre chez Camtel. C'est pareil, c'est les services indispensables, le chiffre d'affaires est relativement stable et donc on peut mettre plus de dettes si l'entreprise en a besoin pour des raisons XY. Alors sur l'inflation, alors j'ai regardé les statistiques sur le Cameroun, on verra tout à l'heure un petit tableau. D'abord, je voulais vous féliciter, le taux d'inflation au Cameroun est un peu inférieur à celui de la France et largement inférieur à la moyenne européenne. Vous êtes à 5%, en France on est à 6%, et en Europe on est à 10%. Sur l'inflation, c'est extrêmement difficile de prévoir. Je serais venu ici à l'été 2021, c'est-à-dire il y a 18 mois, partout, je lisais, oh ben voilà, l'inflation est en train de monter, mais ça, au lieu des 2% qu'on a eu pendant 30 ans, ça va monter à 4%, et puis ça va retomber dans un an, en 2022, à 2%. Bon, manque de peau, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe, puisque je vous disais qu'en Europe, on est à 10, aux États-Unis, on est à 8, et chez vous aussi, vous aviez, si on oublie l'année 94, depuis 94, une inflation qui était en moyenne, alors la moyenne cache toujours des dispersions, mais inférieure à 5%, et ce n'est que depuis qu'en 2022 que vous avez une inflation supérieure à 5%, enfin, qui tangente les 5%. En fait, quand on regarde les trois continents, on voit de l'inflation, mais pour des raisons différentes. Aux États-Unis, l'inflation, c'est le chômage est très bas et il y a une pression salariale parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes pour travailler. Et donc, ça fait monter les prix par l'inflation salariale. Et le taux de chômage est toujours au plus bas aux États-Unis. En Europe, notre problème, c'est pas le problème qu'on n'a pas assez de gens pour travailler, puisqu'on a un taux de chômage 2 fois plus élevé en moyenne qu'aux États-Unis. Nous, c'est les prix de l'énergie. L'Europe, vous le savez, produit peu d'énergie. Et donc, depuis février 2022, je vous fais pas un dessin, on a ce problème-là. Et donc, on a une inflation qui est nourrie par la hausse, par les prix d'énergie. Et en Afrique, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, que j'ai lu, c'est quand même nourri par les prix alimentaires qui, naturellement, dans le ménage africain moyen, représentent une part beaucoup plus importante que dans le ménage moyen français ou américain. Donc, est-ce que c'est une flambée durable ou qu'on va revenir sous peu à 2%, j'en sais rien, je ne suis pas économiste et je suis juste financier d'entreprise. Après, il faudra voir ce qu'on appelle la boucle hausse des salaires, hausse des prix. Est-ce qu'à un moment donné, on va augmenter les salaires ? En Europe, c'est clair, ça se fait. Nous, HEC, on nous augmente de 3% au 1er janvier. L'inflation est à 6, on nous augmente de 3% au 1er janvier, puis il y aura peut-être une prime de 3% complémentaire. Vous voyez, donc c'est qu'un an de décalage, mais on n'essaie pas de répercuter la hausse des prix dans les salaires. Bon. Donc ça, c'est la grande question, parce qu'on augmente les salaires, ça augmente les prix, puis on augmente les salaires et on retombe dans les années 70. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'éviter en Europe, mais je ne vous en dirai pas plus parce que ça sort de mon domaine de compétences. Par contre, ce qui est en plein dans mon domaine de compétences, c'est au niveau de l'entreprise, je voudrais vous sensibiliser aux 4 impacts que l'inflation peut avoir. Premièrement, elle gonfle les besoins en fonds de roulement. Et en gonflant les besoins en fonds de roulement, elle réduit les flux de trésorerie disponibles.
Elle biaise les résultats publiés parce qu'elle sous-évalue les dotations amortissements qui sont faites en fonction historique. Je vais développer. Elle crée des incertitudes et des frictions, et puis il y a parfois des taux d'intérêt réels négatifs, même si je crains que ça n'arrive pas en Afrique. Donc l'impact sur le BFR, je vous ai pris un petit exemple ici. J'ai pris une société, voilà, elle fait 100 de chiffre d'affaires, elle fait un résultat d'exploitation de 12, elle a une dotation aux amortissements de 5, elle a un BFR de 20%, puis un taux d'impôt sur les sociétés de 25%. Elle n'est pas endettée, ça me simplifie les calculs, elle n'est pas en croissance très forte. Et elle est protégée contre l'inflation. Ça veut dire quoi, être protégée contre l'inflation? C'est qu'elle est capable de répercuter la hausse de ses coûts sur ses prix de vente. Et donc, on va voir ce qui se passe lorsque l'inflation arrive. Si je raisonne en flux de trésorerie d'exploitation, c'est-à-dire, bon voilà, j'avais un chiffre d'affaires de 100, je faisais 12 de résultats d'exploitation. Bon, j'ai une dotation aux amortissements que je rajoute parce que ce qui va m'intéresser, c'est un flux de trésorerie. Et vous savez comme moi que la dotation aux amortissements qui vient minorer le résultat d'exploitation, ça ne se traduira jamais par un flux de trésorerie. Bon, donc je l'enlève, enfin je la rajoute pour l'enlever. Ça fait 12 plus 5. J'ai de l'impôt sur les sociétés, 3. Par rapport à 12, c'est les 25%. J'ai une variation du BFR, voilà, c'est avant l'inflation, qui est nulle. Bon, voilà, j'ai un flux de trésorerie d'exploitation de 14. Bon. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai de l'inflation qui se met à arriver? Bon, je suis capable d'augmenter mes prix de vente à la hauteur de l'augmentation de mes coûts de production. 10% des deux côtés. Donc mon résultat d'exploitation, la différence entre les deux, il augmente de 10%. C'est plutôt sympathique d'un point de vue financier, au moins sur ce tableau, ça me fait 13,2. Ma dotation aux amortissements, elle est fixe, voilà, elle est calculée sur des bases historiques, donc voilà, ça fait 5. J'ai un impôt sur les sociétés, c'est toujours le quart de 13,2, ça me fait 3,3. Et j'ai une variation du BFR, il était de 20, il passe à 22, donc ça fait une variation de 2. Et donc ce qui veut dire que j'ai un flux de trésorerie, c'est-à-dire ce que l'entreprise, à la fin, va toucher en cash à la fin de son année, ce qu'elle aura pour faire des investissements, pour rembourser des dettes, etc. Elle va récupérer 12,9. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu avant, le 12,9, il se compare au 14. Donc elle est protégée contre l'inflation au niveau du compte de résultat, mais au niveau des flux de trésorerie, ce qui est quand même, à la fin des fins, ce qui est encore plus essentiel qu'un compte de résultat, tout en étant protégée au compte de résultat, elle a moins de flux de trésorerie à sa disposition. Moins de flux de trésorerie pour rembourser les dettes, moins de flux de trésorerie pour investir. Moins 8% exactement. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais là, vous, monsieur Kéry, vous avez choisi une société qui a un BFR positif. Hein. Donc si elle souffre avec un BFR positif, si elle avait un BFR négatif, elle serait très avantagée. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Et j'ai été vous prendre l'entreprise au monde qui a le BFR le plus négatif, Walmart, le Carrefour américain, le grand distributeur généraliste américain. Walmart, au premier trimestre 2022, on a ces chiffres, et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Son besoin en fonds de roulement explose, alors qu'elle a un besoin en fonds de roulement négatif, malgré de l'inflation élevée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les consommateurs changent leur mode de consommation. Les consommateurs achètent moins de produits un peu plus chers, plus de produits un peu moins chers. Et Walmart n'a rien vu au départ. Et donc se retrouve avec des stocks trop importants de téléviseurs, de meubles, et pas assez importants de produits des niveaux de gamme inférieurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour vendre des stocks qui sont là? On fait des soldes. Et on fait des soldes, on perd de l'argent. Certes, on récupère du cash, mais on perd de l'argent. En gonflant les besoins en fonds de roulement, ça impacte toutes les entreprises, qu'elles aient des besoins en fonds de roulement positifs ou des besoins en fonds de roulement négatifs, comme l'illustre Walmart. Alors j'aurais pu vous prendre Carrefour aussi, que j'évoquais tout à l'heure. C'est la même idée. Et puis je vous ai trouvé un autre exemple, Seb, qui est le leader mondial de petits électroménagers, les grille-pains, c'est quand même une société, vous voyez, au 30 juin, son besoin en fonds de roulement a bondi de 700 millions. Alors 700 millions, ça ne vous dit pas grand-chose. Oui, mais il a bondi de 700 millions, il est maintenant d'1,8 milliard. Ça veut dire qu'il est passé d'1,1 milliard à 1,8 milliard. Waouh! C'est-à-dire que vous avez un besoin en fonds de roulement qui a monté de 60% en l'espace d'un semestre. Pourquoi?
Quand on regarde, il y a plusieurs raisons, il n'y en a pas qu'une seule. Mais bon, il faut des stocks de matières premières, le prix des matières premières a augmenté, donc voilà. Le fret, ça renchérit aussi les stocks. Les consommateurs, c'est l'effet Walmart que je mentionnais tout à l'heure. Bon. Et puis il y a des engorgements dans la chaîne logistique, ce qui fait que ça met plus de temps à venir. Ils fabriquent une partie de leurs produits en Chine pour les vendre dans le reste du monde. Et donc engorgement de la chaîne logistique, ça fait que ça allonge les délais de transport, donc ça allonge le moment où je peux vendre aux clients, donc ça allonge mon besoin à fond de roulement. Et donc vous avez un recul de la marge opérationnelle de 8,9 à 5,4, ce qui est quand même pas... et c'est une affaire extrêmement bien gérée. Enfin, je veux dire, c'est pas des incompétents ou des inconscients. Non, c'est des gens très bons. Donc ça, c'est le premier élément. Donc on a beau être protégé contre l'inflation, si on l'est, parce que toutes les entreprises ne sont pas capables de répercuter la hausse de leur coût de production sur leur prix de vente, néanmoins, on supporte une ponction en trésorerie qui est quand même pas sympathique. Deuxièmement, c'est la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements, elle est toujours calculée sur une base historique, vous le savez. J'ai acheté une machine 100, je l'amortis sur 10 ans, ou je l'ai acheté 50 et je l'amortis sur 10 ans, donc ça veut dire que je vais avoir une dotation aux amortissements de 5. Donc j'ai mon flux d'exploitation de départ à 14, j'ai les investissements de maintien à 5, ça me fait un flux de trésorerie disponible de 9. Voilà, il me reste 9 une fois que j'ai couvert mes investissements. Mais maintenant que j'ai de l'inflation, d'abord mon flux de trésorerie d'exploitation, c'est pas 14, mais c'est 12,9. Mes investissements de maintien, ce n'est pas les 5 de ma dotation aux amortissements, parce que le prix des machines a augmenté. Donc si je veux changer une machine sur 10 chaque année, ça va me coûter non pas 5, mais 5,5. Et donc j'ai un flux de trésorerie disponible qui va être de 7,4. Et donc il a baissé de 18%. Alors même qu'on est dans une situation extrêmement agréable d'être protégé contre l'inflation au niveau du compte de résultat. Oui, alors après, on va avoir aussi un impact sur la valeur. L'une des raisons pour lesquelles... les bourses ont beaucoup baissé au premier semestre, c'est ça. J'ai beau être protégé contre l'inflation, si l'inflation est là, les taux d'intérêt montent. Ceux d'entre vous qui ont fait l'ICCF, et d'autres aussi, savent que la valeur d'une société peut se déterminer par plusieurs façons, l'une d'entre elles étant d'actualiser les flux de trésorerie disponibles. J'ai moins de flux et j'ai un taux d'actualisation plus élevé. Donc ça a un double peine, et donc j'affecte ici 30%. Donc c'est pas rien. C'est pas rien pour cette société, alors que l'impact sur les résultats est négligeable, j'ai moins 30% sur sa valeur. Ensuite, ça crée des incertitudes et des frictions parce que ça rend plus difficile les prévisions. Je continue avec mon directeur financier de Carrefour, il me disait, vous voyez Pascal, le patron d'un hypermarché, avant il regardait son chiffre d'affaires, il était content quand il avait monté d'1% par rapport au mois d'avant. Alors maintenant, c'est plus du tout ça, parce qu'avec l'inflation, ça monte de 8%. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les volumes. Parce que si c'est de l'inflation en prix, ça compte pour rien, quoi. Et comment vous mesurez les volumes dans une entreprise où, quand vous vendez un seul produit, je vends que ça, c'est facile de mesurer les produits. Mais quand je vends des carottes, des petits pois, des choux-fleurs, du linge, des produits d'hygiène, je ne sais pas comment mesurer les volumes. Donc vous voyez, ça crée la complexité. Il y a un décalage entre la hausse, etc. Puis des frictions avec les salariés. Je peux vous dire qu'il y a une assemblée générale des profs d'HEC. Il y a certains de mes collègues qui ont été extrêmement durs contre le doyen d'HEC en lui disant tu fais rien pour nous protéger contre l'inflation. Voilà, je vous ai mis une citation, vous la lirez si vous voulez. Lactalis, c'est le premier groupe mondial de produits laitiers. Les taux d'intérêt réels négatifs, je vais aller assez vite quand même aussi parce que quand je regarde la structure du marché financier au Cameroun, autant en Europe, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire qu'en Europe, aujourd'hui, vous pouvez vous endetter à 3-4% si vous êtes une entreprise, et l'inflation étant entre 6 et 10%. Donc vous voyez, ça, après inflation, ça vous coûte négatif. Vu les marges d'intermédiation bancaire en Afrique et en particulier au Cameroun, mais qui sont aussi expliquées par les taux de défaut, je pense que cette situation n'arrivera pas en Afrique, me semble-t-il. Mais chez nous, elle est arrivée, et donc ça veut dire qu'en théorie, une entreprise aujourd'hui peut s'endetter à un coût réel après inflation qui est négatif. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que de deux choses l'une, soit l'inflation régresse, et dans ce cas-là, elle retombe à 2% et les taux de l'intérêt sont à 3-4, on aura de nouveau les taux d'intérêt positifs. Donc ça aura disparu, ce phénomène de taux d'intérêt réel négatif. Soit l'inflation reste, et dans ce cas-là, les taux d'intérêt vont monter en Europe, c'est de façon qui me paraît évidente. Et donc pareil, les taux d'intérêt réel négatifs, ça ne durera pas très longtemps. Et en conclusion, je me suis interrogé de savoir si l'inflation était un mal non anticipé, ce qui est le cas actuellement,
Ça permet d'alléger la dette. L'État français s'endette aujourd'hui à 2,5% à 10 ans et l'inflation est à 6%. Donc vous voyez, la dette rapportée au PIB, le PIB va croître à peu près de l'inflation, le montant de la dette, il ne va pas croître autant. Donc ça, on réduit le poids de la dette par rapport à la richesse. Donc il y a ce côté-là qui est plutôt sympathique. Mais ça veut dire qu'elle est non anticipée. Donc non anticipée, ça peut arriver à un moment donné, en 2022, mais les gens ne sont pas les idiots du village. Au bout d'un moment, si ça se reproduit l'an prochain, puis l'année d'après, ils vont considérer ça non pas comme transitoire, mais comme structurel. Deuxièmement, ça favorise l'immobilier, parce que l'immobilier, les appartements, les maisons, c'est souvent, les bâtiments, c'est souvent vécu comme quelque chose qui est protégé contre l'inflation. Bon, je trouve ça un petit peu triste, enfin, j'espère vexer personne dans la salle en disant ça, mais moi je préfère les investissements dans les entreprises que les investissements dans l'immobilier. Enfin, bon, c'est une affaire personnelle. Bon. Troisièmement, si ça ne s'agit pas, ça peut échapper à tout contrôle. Et vous regardez au Zimbabwe, au Venezuela, en Turquie, en Allemagne en 1920, une inflation ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique, y compris ensuite politiquement. Enfin, je veux dire, Adolf Hitler est l'enfant de la surinflation allemande 2022-2023. Socialement, l'inflation, ça pénalise les plus pauvres, parce que les plus pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'épargne, et souvent cette épargne, elle n'est pas très sophistiquée, et elle n'est pas protégée contre l'inflation. Les plus riches, bon, ils trouveront toujours, grâce à des banquiers conseils qui leur font la cour régulièrement, à trouver des produits financiers plus sophistiqués qui leur permettront de... Bon. Donc elle accroît les inégalités, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Je ne veux pas un dessin, ça crée du ressentiment. Et puis, dernièrement, elle pénalise aussi les actionnaire. L'idée dans laquelle les actions sont protégées contre l'inflation est une idée fausse. J'espère vous l'avoir démontré par mes petits calculs, parce que les gens se focalisent sur le compte de résultats, mais en finance, ce qui compte, ce n'est pas le compte de résultats, c'est le tableau de flux. C'est le cash, flux de trésorerie. Et là, j'ai un tableau un peu compliqué à vous faire voir, mais bon, c'est depuis 1854, parce qu'on a des statistiques en France depuis 1854, à la fois de l'inflation et des cours de bourse. Et donc l'inflation, c'est la courbe en bas bleue. Voilà. Vous voyez, complètement à gauche du graphique, elle était dans les années 1800-1914, elle était quasiment inexistante. Il y avait très peu d'inflation. Ce qu'on retrouve aussi à partir des années 1990 chez nous. Bon. Ces années-là, donc, on a de l'inflation aux deux extrêmes du graphique, on a de l'inflation qui est inférieure à 3%. Et c'est des années où la valeur des actions matérialisées par l'indice CAC 40 a monté beaucoup plus vite que l'inflation. Et donc les gens se sont enrichis dans les années deuxième partie du 19e, début du 20e siècle, puis depuis 1990 à peu près. Il y a 4 zones, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est des zones où on a eu une inflation plus forte, au-delà de 3%, et à chaque fois les actions ont rapporté moins que l'inflation. Et donc quand on regarde la vérité historique, statistique qu'on peut établir, les actions ne protègent pas contre l'inflation. Et voilà, donc ça c'était ma deuxième présentation.